Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mort est cette terrible inconnue qui ne se laisse guère apprivoiser. Devant elle, nous sommes nus. Devant elle, nous sommes égaux. Devant elle, nous sommes vulnérables. Devant elle, nous sommes comme des vers de terre et nous finissons sous terre. La semaine dernière, j'étais ici pour vous parler du cas de Manu Dibango, une icône, une légende, un monument. J'étais ici pour vous demander de prier pour lui. J'étais ici pour vous alerter de la gravité de la situation. Mais, comme il y a des personnalités, surtout des médias camerounais, particulièrement la CRTV, avec ses antennes, qui aiment toujours diffuser les fausses informations ou venir me démentir, eh bien, ils ont publié, particulièrement CRTV Web, lorsque j'ai dit que la situation de Manu Dibango était très, très critique. Ils ont dit, plutôt que Manu Dibango se portait mieux, il se repose. Voilà exactement les mots qu'ils ont utilisés. Il n'a jamais été atteint de coronavirus. Il n'a jamais été question de coronavirus. Il est hors de danger. Voilà les mots utilisés par un média d'État, la CRTV. Et les gens se sont mis à danser, me prenant comme celui qui vient véhiculer les fausses informations. Et pourtant, mes sources sont toujours sûres, certaines. Au moment où je vous parlais, les médecins avaient déjà dit que Manu Dibango avait maximum 2% de chances de s'en sortir. Au moment où je venais vous le dire, Manu Dibango, qu'on disait qu'il était en train de se reposer, et j'ai dit, faites une vidéo pour montrer au peuple camerounais, au monde entier, parce que Manu Dibango n'est pas seulement camerounais, pour nous rassurer. Mais ils se sont contentés à dire qu'ils avaient des sources familiales. Pourtant, Manu Dibango était sous assistance respiratoire. D'autant plus que il avait déjà certains problèmes, des pathologies antérieures. Manu Dibango avait des problèmes au niveau du poumon. Or, le coronavirus, lorsque vous avez déjà certaines fébrilités et surtout au niveau de l'appareil respiratoire, le Covid-19, il trouve un terrain fertile pour vous amorphiser, pour vous anesthésier, pour vous tuer.
Manu Dibango ne pouvait donc pas parler. Lui qui était entubé. Manu Dibango ne pouvait donc pas parler pour que les gens puissent dire qu'il était en train de se reposer. Alors que personne dans cet endroit de réanimation où seuls les spécialistes pouvaient entrer, personne ne pouvait rassurer. Mais moi, j'avais toutes ces informations venant du corps médical. Des informations de sources hospitalières. Je ne pouvais pas venir, mais tenir, faire le direct et vous dire que c'était grave. Et d'ailleurs, je peux vous dire que n'eût été vraiment ce qu'on appelle sa notoriété, il aurait déjà été débranché. Le deuil a été annoncé aujourd'hui, mais cliniquement, il était déjà mort hier. Puisque, plongé dans le coma, il ne pouvait plus s'en sortir. Là, il y avait 0% de chance. Ceux qui utilisent des médias pour mentir, et même sur la page Facebook de Manu Dibango, certains ont joué avec, en publiant des fausses informations, pour jeter l'opprobre sur moi, pour dire que c'est moi qui mentais. Mais sauf que, chaque fois que j'ai parlé, chaque fois que j'ai annoncé un événement, cela s'est produit. Et il ne se fatigue pas. Il continue. Il y a un proverbe africain qui dit, on peut cacher la maladie, mais on ne peut pas cacher la mort. Manu Dibango, c'était une personnalité publique. Bien que parti, il restera un monument pour l'Afrique. Parce que cet homme a aimé l'Afrique. Il a aimé le Cameroun. Ce Cameroun qu'il avait quitté en 1949, bien qu'ayant eu tous les honneurs dans le monde, bien qu'étant installé en France, où il meurt à l'âge de 86 ans et bientôt 87 ans, Manu Dibango avait gardé son passeport camerounais. Manu Dibango n'avait jamais pris la nationalité française. À peine il est mort, tous les médias français lui ont rendu hommage et les hommages continuent. Pendant 7 ans au Cameroun, son pays natal, le pays qu'il a aimé, le pays qu'il a fait connaître à travers le monde avant même le football. Parce que quand Soul Mako ça décolle, ça fait la fierté du Cameroun. Ça fait connaître le Cameroun dans le monde entier. Mais les médias camerounais, qui devaient tous, aujourd'hui, ne mettre que Manu Dibango, faire des émissions spéciales Manu Dibango. La chaîne nationale ne devrait parler de rien du tout, en dehors de Manu Dibango aujourd'hui. Que font-ils? Combien de Camerounais connaissent les œuvres de Manu Dibango? Manu Dibango, qui est déifié, honoré dans le monde entier. Manu Dibango qui rencontre, rigole avec tous les présidents de la République, du monde entier, les puissants, il les a rencontrés. Manu Dibango a-t-il été honoré comme il le faut par Paul Biya? Que connaissez-vous de la vie de Manu Dibango? A-t-on un seul instant élevé cet homme qui a porté l'emblème de notre beau pays? C'est toujours comme ça.
ces grandeurs, ces grandes valeurs qui nous ont donné autant d'honneur, qui au soir de leur malheur vont toujours avec des pleurs, jamais un bouquet de fleurs. Parce que dans notre pays, il faut être ministre, il faut être voleur, il faut être menteur pour être adoré. Ceux qui ont fait des vraies choses pour ce pays, ils sont morts comme ça, sans jamais qu'on organise des grandes fêtes comme on en a fait pour Manu Dibango ici en France. En 2014, le président Hollande s'est déplacé pour aller voir Manu Dibango qui fêtait ses 80 ans. Combien de fois Manu Dibango a été décoré à l'étranger? Mais dans son pays, voilà Manu Dibango, qui d'ailleurs, avec cette histoire de coronavirus, non seulement on s'est mis à mentir au nom de Manu Dibango, qu'il ne souffrait pas du coronavirus, comme si le coronavirus était devenu quelque chose de terrible et ils ont attribué n'importe quoi à Manu Dibango. Voilà tous les médias français qui annoncent que Manu Dibango est mort de coronavirus. Mais au Cameroun, la CRTV a dit que Manu Dibango n'a jamais eu de coronavirus. Manu Dibango s'en va. Retrouver d'autres icônes telles que Francis Bébé. Les Camerounais le connaissent-ils? Francis Bébé, lui aussi, il était si adoré. Lui qui a donné cette possibilité à Manu Dibango en 1951. Il venait à peine d'arriver en France, d'aimer le jazz. Tout comme les Kingé, qu'il a rencontré un peu plus tard. Manu Dibango vient de rejoindre celle-là qu'il a appelé lorsque le président Amadou Ahidjo, le premier président camerounais qu'il adorait, qu'il aimait, l'a fait venir au Cameroun juste avant de démissionner et lui a demandé de faire ce qu'on appelait les couleurs musicales du Cameroun. Un coffret était sorti avec 3 disques qui étaient dedans. Et ils étaient combien? Qui avait joué avec Manu Dibango? Beaucoup sont morts. Manu Dibango s'en va donc rencontrer ceux qui formaient la crème de la musique de cette époque. Et Boilotine. Manu Dibango s'en va retrouver celle qui avait cette belle voix, qui avait chanté dans cet album. Bébé Manga. Manu Dibango s'en va retrouver celui qui était le premier à venir imposer la salsa qu'on croyait être une musique d'au-delà des autres continents, seulement des continents latino-américains. La salsa, c'était Tchana Pierre. Manu Dibango s'en va retrouver celui qui dans cet album était un très grand danseur, peut-être le plus grand de tous les temps du Cameroun, Ali Baba. Manu Dibango s'en va retrouver l'une des icônes de la musique Kambeti qui a joué dans cet album, Modjomosom Jacob. Manu Dibango s'en va retrouver une grande figure qui a fait de la musique Bassa et qui
est resté, qui a inspiré les Samson Shoga et tout le reste. Jean Bikoko Aladdin. Voilà. Toutes ces grandes têtes qui avaient joué dans les fleurs musicales du Cameroun avec Manu Dibango. Comment en restait-il? Et les autres, on ne fera que les pleurer. Parce qu'ils n'auraient jamais été honorés de leur vivant. Certains sont encore là, les rescapés. Tels que Toto Guillaume, qui en pense. Savait-il là où se trouve Jojo Ngalé? Peuvent-ils imaginer un seul instant qu'un peuple, c'est d'abord sa culture. Un peuple, c'est aussi des grands hommes. Ceux qui vendent l'image du pays à l'extérieur. Ceux qui portent le drapeau. Manu Dibango, né au Cameroun le 12 décembre 1933, la même année que Paul Biya. De son vrai nom, Emmanuel Njoké Dibango, il était la fusion entre un père Yabassi et une mère Douala. Manu Dibango était la fusion de ce qu'on appelle la spiritualité et la musicalité. La musique, ce sont les œuvres de l'esprit. Parce que sa mère chantait dans la chorale. Et c'est dans cette chorale que Manu Dibango a aussi eu à apprendre à s'imprégner des belles notes, des musiques, à chanter. Et quand Manu Dibango a le CPE, ses parents vont faire des sacrifices pour lui dire, pas avec l'argent de l'État, mais avec leur argent, envoyer Manu Dibango en France pour qu'il devienne ingénieur ou médecin. Manu Dibango arrive à Sartre, un petit village, ici en France, où les Blancs n'avaient jamais vu un Noir. Il devient aussitôt, lui qui avait un bel afro, et non une tête à boule à zéro comme vous l'avez vu, comme vous l'avez connu. Il devient un objet de curiosité, mais finira par s'imposer. Lorsque Manu Dibango, 50 fois, il veut faire le baccalauréat en philosophie. Lui, il a déjà son cœur dans la musique. Les battements qui l'attiraient, qui l'appelaient. Et du coup, au lieu de lire ses cours de philosophie, il était plutôt en train de plaquer quelques accords. Que dis-je? Puisque son premier instrument, c'était la mandoline que vous ne connaissez pas. Son deuxième instrument, c'était le piano. Résultat des courses, il échoue au bac. Mais néanmoins, Manu Dibango, qui venait de décevoir ses parents, qui apprennent que Manu Dibango a échoué au bac parce que maintenant il veut faire de la musique, vont dire, plus rien on ne t'enverra. Il va se battre comme un homme. Et c'est cette force qui est restée en lui. Moi qui ai présenté l'un des derniers spectacles de Manu Dibango. Et il me disait d'ailleurs, mes fils, on ira peut-être en Martinique. Quand je l'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, dans un restaurant, il devait voir un spectacle le 17 avril 2020. Il avait dit qu'il aurait souhaité que j'aille le présenter. Que de rêve est venu. Que le monument s'écroule. Pourtant, ce jour-là,
Et il y a encore moins de 2 mois, quand je le saluais, il était si fort quand il me tenait de la main. Quand je le présentais, je le voyais. Souffler à la trompette, au saxophone, voulais-je dire, pendant 2 heures de temps en non-stop. Faisant des jeux de jambes. C'était un monsieur solide. Parce qu'il était solide physiquement, mais surtout mentalement. Et c'est ce mental qui va d'ailleurs faire qu'il puisse avoir son baccalauréat en 1955 et décide de se lancer dans la musique en allant cette fois-ci en Belgique. Il traverse. Au lieu de rester en France, il traverse en Belgique. Il va, il se pose. Pas dans un milieu camerounais. Il va d'abord dans des milieux européens, où il joue dans des cabarets, avant de s'imposer dans un milieu congolais, pas congolais, parce qu'à l'époque c'était le Zaïre. Donc, le cabaret s'appelait Les Anges Noirs. Et c'est là où Manu Dibango restait pour jouer, impressionné, parce qu'à l'époque, le Zaïre est en train de vouloir accéder à son indépendance. Les hommes politiques viennent dans ce milieu, tels que Patrice Lumumba. C'est d'ailleurs dans ce milieu-là qu'il va faire la connaissance de Mobutu Sese Seko, qui à l'époque était journaliste. C'est de là que d'ailleurs Joseph Kabasele, voyant le talent de Manu Dibango, va lui demander de faire une tournée au niveau du Zaïre. Ils vont arriver en 63. Manu Dibango devait rester là-bas pour un mois. Mais tellement il était impressionnant qu'ils se sont mis à faire le tour de l'Afrique. Un pays, 2 pays, 3 pays. Sauf le Cameroun, bien évidemment. Il va faire 2 ans. Et par la suite, ses parents vont lui demander de venir au Cameroun. Il viendra présenter sa femme qu'il avait déjà prise en 1957 en mariage. Une blanche du nom de Coco. Paix à son âme. Parce que Manu Dibango l'a retrouvé. Manu Dibango va arriver au Cameroun. Pas pour demander de l'argent à l'État. Pas pour mendier. Mais pour investir ce qu'il a ramené de l'étranger. Il ouvre une boîte. On l'adorait partout. Il arrive dans son pays, il ouvre une boîte. Les ministres viennent dedans. Ils sont contents. Les colonels viennent dedans. Ils sont contents. Les commissaires viennent dedans. Ils sont contents. Les blancs viennent dedans. Ils sont contents. Sauf que tous sont jaloux. Manu Dibango, et les perquisitions, et les fermetures, et les amendes, et tout, la police qui va faire sortir des gens. C'est comme ça que seulement en 6 mois, au moment où il était en train de vouloir commencer déjà à boire de l'eau fraîche, comme on dit, bam, on décide que tout doit s'arrêter. Manu Dibango ferme. Néanmoins, il ne se décourage pas. Cet homme qui est mettant le Cameroun. Il vient à Yaoundé. Il prend Black and White. Là encore, c'est le même scénario. Manu Dibango est obligé de revenir en France. Il dit, ce pays, je ne sais pas. C'est là où à peine arrivé, il va rencontrer des grands artistes comme Nino Ferrer, qui vont le prendre dans l'orchestre. Et là, il recommence à jouer. Et il recommence une nouvelle vie. Et comme il s'est toujours battu, il s'impose à nouveau.
Et quand Kabasele revient en France, Kabasele lui dit, ça tombe bien, je suis en train d'aller en Belgique, on va enregistrer un nouvel album. Ce n'est pas un album, c'est 4 albums. Et bien évidemment, puisqu'il y a un orchestre, l'African Jazz, Manu Dibango va. C'est là, bien parce que il y a la maison de disques qu'on appelait à l'époque Decca. Pas les Grâces Decca, c'est pas, non, non, non. C'est pas la famille Decca, c'est pas les Ben Decca, non, non. C'est une grande maison de disques à l'époque qui produisait vraiment les disques. Parce que les disques à l'époque, c'était du vinyle. C'était pas les CD. C'est là où il va produire Obosso. Et puis un titre à succès que vous ne connaissez pas beaucoup. Mais que les connaisseurs connaissent. Soumaloba. 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 J'espère que vous connaissez ça. Peut-être vous connaissez aussi. Et la nuit s'étend vers le village. Je ne suis pas un bon chanteur pour détruire la musique de Manu Dibango. Avec cette voix rocailleuse, cette trémolo sidoro, cette voix de véritable cathédrale sonore, ces rires qui seuls étaient ravageurs dans les studios, cette personnalité charismatique, d'un talent éléphantesque, titanesque. Manu Dibango, si haut. Et Manu Dibango, après avoir obtenu ces spectacles, ces succès, d'ailleurs va revenir en Afrique, puisque d'ailleurs il a été directeur de la RTI, directeur d'orchestre, de la radio-télévision ivoirienne. Mais Amadou Diallo va penser à Manu Dibango. Parce que Amadou Diallo, à son époque, que ce soit, comme je le dis bien, les Eboalotines et tout, tous les artistes camerounais étaient ce qu'on appelle des exemples en Afrique. Parce qu'ils essayaient de promouvoir la culture camerounaise. Et c'est pour ça qu'en 72, lorsque le Cameroun veut organiser la CAN, Manu Dibango arrive, Aïdjo envoie Manu rencontrer le ministre qui était en charge, et on va lui remettre 1 million de francs pour faire l'hymne de la CAN. Nous sommes en 112, hein. 1 million c'est beaucoup. Hein. Je vous fais comprendre aujourd'hui que les artistes camerounais, quand ils vont chanter au palais, ils ont 500 000. Hein. En 2020, nous sommes en 2019, nous sommes en 2020. Ils ont 500 000. À l'époque, on avait donné Manu Dibango pour un titre, 1 million. Amadou Diallo. Manu Dibango va et fait l'hymne de la CAN. Mais sauf que, lorsqu'il vient présenter l'hymne de la CAN, ça doit sortir, le gouvernement voudrait que ça sorte en disque, en 45 tours géants. Or, à l'époque, s'il y avait un morceau vers ce côté, on appelait ça face A. De l'autre côté, on mettait un morceau qu'on appelait face B. Ce qui signifie que le 45 tours géant signifiait qu'il faut 2 titres. Face A, c'est le meilleur morceau. Face B, c'est le deuxième morceau. On renvoie Manu Dibango. Il arrive à la maison, il dit à son père, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je n'ai pas à prêter un titre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais hop, c'est de là que lui vient l'idée, alors qu'il ne connaissait pas le Makossa, puisque lui, il était parti étant trop jeune, ne jouait pas avec les Camerounais. Et c'est de là qu'il crée Soul Makossa. Donc, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Il dit, c'est juste pour compléter pour que le vinyle sort.
On arrive, personne n'écoute Sul Makossa. On écoute l'hymne. Sauf que cette année-là, le Cameroun, en demi-finale, est éliminé par le Congo sur un but de Bemba Tostao. C'est la catastrophe au Cameroun. On casse tout. On prend même le disque de Manu Dibango, on casse, on ne veut plus écouter ça, même à la radio. Le président Amadou Ahidjo va mettre, y compris des ministres en prison. Beaucoup de personnalités, beaucoup de ministres, parce qu'il avait eu vent qu'il y avait des détournements. Parce qu'au temps d'Ahidjo, on ne détournait pas. Dès que tu détournais, direct prison. C'est pour ça qu'on avait arrêté en 72. Il n'y a plus jamais eu de détournement dans le régime Ahidjo. Jamais. Lorsqu'il avait sévi. Et après avoir sévi, il avait juste dit que celui qui a fait son travail dans cette canne, dans de bonnes conditions, était Manu Dibango et qu'il bénissait Manu Dibango. Et voilà Manu Dibango qui repart en France. Et la maison de 10 DECA, et il y a des Américains qui vont retrouver là-bas l'hymne de la canne. Quelques Américains, ils étaient en train de vouloir rentrer comme ça parce qu'ils étaient aussi avec la firme DECA. Bon, ils prennent l'album, le vinyle de Manu Dibango. Ils arrivent avec ça aux États-Unis. Ils donnent à quelques radios. Les radios jouent. Au lieu de jouer l'hymne de la canne, on met plutôt le morceau qui a été bricolé par Manu Dibango à la va-vite. Sul Makossa. C'est comme ça que Sul Makossa prend tous les États-Unis. Entre dans le hit parade. On ne parle plus que de Manu Dibango aux États-Unis. 73, Manu Dibango est invité aux États-Unis. Au Yankee Stadium, 40 000 personnes. Il remplit, boum, un Camerounais, le premier Africain. Puis il va d'ailleurs aussi remplir le square. Avec 35 000 personnes. Vous savez, quand vous faites les spectacles là, c'est les 200 personnes. Hein? Lui, Manu Dibango en 73 aux États-Unis, c'était 40 000, 35 000 personnes. Et d'ailleurs, il a été 2 fois nominé aux Oscars de Hollywood. 2 fois, comme meilleur instrumentiste. Manu Dibango. Il est revenu. Et vous le savez, que Sul Makossa a été plagié. Pas par n'importe qui. Puisque c'est Michael Jackson qui a plagié Manu Dibango en 1994. Puisque Rihanna a plagié Manu Dibango après, en 2014, vous le savez. Donc, voilà un homme qui était d'une simplicité, d'une humilité, d'une humanité hors norme. Ahidjo le reconnaissait. Mais le régime Biya, qu'est-ce qu'ils en ont fait? En 2003, Manu Dibango, on lui dit, bon, voilà, il y a une société de droits d'auteur là. C'est son ami, Oyono. Le ministre Oyono, il était ministre de la Culture, ami de Paul Biya. Ils font que Manu Dibango aille pour diriger ce qu'on appelait la Cameroon Music Corporation, la CMC. Il arrive là-bas. On lui a mis les bâtons dans les roues. Manu Dibango a été obligé de démissionner. Il est revenu, état humilié. On l'a même accusé de détournement. De combien de milliards de ceci et cela. Il ne voyait même pas là où passer l'argent. Hein.
Manu Dibango est revenu ici. Malgré tout, il a continué à garder ce passeport. Alors que beaucoup de ministres du Cameroun, tous, ont changé de passeport. Ou bien ont un double passeport, voire un triple passeport. Mais combattent la double nationalité, la triple nationalité. Mais Manu Dibango, aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en deuil. Ce n'est pas le Cameroun qui est en deuil. Cette tenue blanche que j'ai mise, comme il me disait toujours, il aime les tenues blanches pour généralement célébrer le ciel. Et voilà Manu Dibango qui s'en va au pays des anges. Il ne pourra même pas venir au Cameroun. Les barrières étant fermées. Les frontières étant fermées, voulais-je dire. Il ne sera pas, il ne bénéficiera pas des funérailles grandioses. Et même s'il en bénéficiait, faut-il attendre que des icônes meurent pour venir les célébrer chez eux? Manu Dibango s'en va aujourd'hui avec ce fameux coronavirus qui existe bel et bien. Ce coronavirus qui a déjà fait 160 000 morts dans le monde, selon la dernière comptabilité établie à 12 heures. Ce coronavirus qui nous bloque aujourd'hui dans des maisons où il y a 2 milliards de personnes qui sont confinées. Ce coronavirus qui, aujourd'hui, fait que la France devienne une énorme prison. « 860 morts en France. Un pays où on vous dit que seulement les médecins généralistes, il y en a 244 000. Imaginez si ça arrive au Cameroun. Imaginez si ça arrive au Cameroun, là où on ne peut pas compter 3000 médecins. Je vous dis, il y a 244 000 médecins ici. Seulement ce qu'on appelle généralistes. Je ne parle pas les spécialistes. Et aujourd'hui, la France, on a demandé que des gens, des étudiants de 4e année médecine, aillent donner des secours. Après la mort de 5 médecins, on a dit maintenant, parce que les médecins même quittent la retraite, pour venir, pour cette épidémie, pour cette pandémie, qu'on appelle le coronavirus, qui vient de terrasser Manu Dibango, qui terrasse des personnalités, mais qui également aussi devrait nous faire poser des questions. Puisqu'aujourd'hui, claque-muré, là où nous sommes, dans des maisons, comme si nous étions dans des cercueils, attendant calmement la mort, puisque aujourd'hui, on dit France en état d'urgence. Tu pouvais imaginer un pays démocratique dans cette position, où on vous dit une amende, si vous sortez, c'est 38 €. Subitement, ils ont dit 135 €. Et après, ils ont dit, maintenant, récidive, et après, ce sera 1500 €. Après, on dit,
Ça ira même jusqu'à 3700 €. En un mois, si vous récidivez 4 fois. C'est-à-dire que si je veux aller acheter le pain, je dois demander l'audience au préfet. J'envoie l'audience. La demande plutôt. Je veux maintenant aller acheter du piment. J'envoie l'audience. La demande. Je veux aller acheter maintenant ou bien faire les courses au supermarché pour prendre le cube magique ou ceci et cela. J'envoie. D'ailleurs, il ne peut pas accepter plus que c'est une seule fois. On retire le permis. À quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? Il faut qu'on nous dise. Qui profite du coronavirus? Pourquoi ne veut-on pas servir aux malades la chloroquine qui a été testée dans plusieurs pays, validée par Donald Trump, validée par les Chinois qui aujourd'hui n'ont pas de cas de coronavirus, qui ont réussi à vaincre le coronavirus. Qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, il a été prouvé par le professeur Raoult de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille que l'hydroxychloroquine était bien quelque chose qui est efficace contre le coronavirus. Ce n'est pas un campagnard qui le dit. Ce n'est pas un analphabète qui le dit. Mais c'est celui qui dirige le plus grand hôpital spécialisé dans le domaine. C'est celui qui est considéré comme l'une des têtes les grosses têtes pensantes sur le plan mondial dans ce domaine. Et il nous dit que il y a 13 ans, il a fait les études sur la chloroquine et particulièrement sur l'hydroxychloroquine. Qu'il soit dit en passant, l'hydroxychloroquine sulfate est la deuxième molécule la plus vendue dans le monde. On l'inocule au monde depuis 71 ans. Ça a été validé depuis 71 ans. Depuis là, il y a encore eu 4 études en France qui n'ont jamais contesté cela. Le professeur Raoult, et il n'est pas seul, puisque derrière lui, il y a encore 5 autres qui sont dans la même unité. 5 professeurs donc, plus un docteur, spécialisé dans le même domaine, qui vous disent que voici cela. Tous les cas qui sont traités ont été guéris. Pourquoi on ne veut pas nous donner ou donner aux malades, tout au moins, la chloroquine? Que Macron nous explique à quoi il joue. Les Américains sont bêtes. Les Chinois sont bêtes d'avoir utilisé quelque chose. La Chine a 6 mois d'avance sur des études. Comment vous voulez dire qu'aujourd'hui, on nous dise, restez là, attendez, on va encore faire des études, mais quand on nous donnait la chloroquine, moi, depuis l'école primaire, je buvais la chloroquine, on me donnait ça, qui
qu'il faut aller pour la prévention contre le paludisme. J'avais la chloroquine. On a continué à donner la chloroquine jusqu'à il y a peut-être 3 ou 4 ans. Parce que ce n'est pas que ça produisait un mal, mais parce qu'on disait qu'il y avait déjà l'immunodépendance. Il a tellement donné ça aux Africains qu'à une certaine période, ça ne pouvait plus agir. C'est la même chose avec les antibiotiques. C'est-à-dire que quand on vous donne beaucoup d'antibiotiques, à une certaine période, ils ne deviennent plus efficaces. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose qui tuait les Africains. Et d'ailleurs, quand vous quittez l'Europe, vous quittez les États-Unis, vous quittez partout. Pour aller en Afrique, on vous prescrit la chloroquine. Parce que la chloroquine combat le plasmodium, le plasmodium, c'est-à-dire que la nouvelle femelle qui nous donne, justement, qui nous inocule le paludisme, eh bien, c'est ça, la chloroquine qui annihile. Il a toujours été prouvé scientifiquement que c'est un antidote viral. Comment donc on peut dire qu'on a donné aux Blancs, aux Français, aux Américains, à tous les Africains, la chloroquine pendant des années et des années? Je dis bien 70 ans que ça existe. 71 ans, pour être plus précis. Et subitement, quand une maladie arrive, la maladie se met à tuer des gens, comme des mouches. On dit non, non, il ne faut plus utiliser ces médicaments-là. Alors que les professeurs prouvent que ces médicaments-là résolvent le problème. Vous préférez que les gens meurent en disant qu'il peut avoir un vaccin. Ce vaccin va arriver quand? Il va arriver quand? Voilà les gens en Italie qui sont en train de finir. Voilà l'Espagne. En une seule journée, combien de gens sont morts en Espagne? À quoi joue-t-on? On nous a déjà enfermés partout là. Mais attendez. Quand ça se passe en Corée du Nord, on nous dit que c'est la dictature. Mais aujourd'hui, c'est nous dans des pays démocratiques qui sont enfermés. Comme si nous étions chez Paul Biya. Comme si nous étions chez Idriss Déby. Comme si nous étions chez Sassou Nguesso. Comme si nous étions chez Alpha Condé. C'est bien en Europe que nous sommes enfermés. Alors qu'en Corée du Sud, vous vous rendez compte? Le 20 janvier, jusqu'à, je crois, hier, ils avaient 9881 cas de coronavirus. Vous connaissez combien de décès ils ont eu? 110. Les boutiques sont ouvertes. Les gens vont à l'école. Mais expliquez-moi, et ils prennent la chloroquine. Expliquez-nous. Vous voulez nous tuer pourquoi? Vous voulez nous tuer pourquoi? Dites-nous, vous voulez nous vendre où? Vous ne pouvez pas dire que il y a un type qui vient là, je le vois s'asseoir, bon vraiment, j'ai pris la chloroquine. Il fallait voir le gros ventre comme ça. Il dit qu'il est médecin. J'ai pris la chloroquine, j'ai eu les nausées. Il dit j'ai eu les nausées. Donc mieux. Et il ajoute. Nous sommes sur une chaîne française. Il ajoute. Mieux vaut mourir que d'avoir ces nausées-là. Mais lui, il est guéri. Hein? Il dit mieux vaut mourir que d'avoir des nausées. Mais une femme qui est enceinte, mais elle a des nausées pendant 9 mois. Minimum 3 mois. Elle ne préfère pas la mort. Pourquoi? Quel médicament n'a pas les effets secondaires? Et pendant ce temps, il nous demande de prendre le Doliprane. Allez, moi je ne suis pas médecin. Demandez à un médecin. Le Doliprane est plus nocif que la chloroquine. Vous m'entendez? Le Doliprane que nous prenons là est plus nocif, plus dangereux pour la santé que la chloroquine. Et comment ils ont fait pour enlever la chloroquine du marché?
Soyons sérieux. On dirait que c'est un plan bien organisé. À peine le coronavirus veut arriver, ils sont partis dans toutes les pharmacies. Ils ont réquisitionné les chloroquines. Ce n'est plus ça. Ils ont vu que la chloroquine pouvait venir du Maroc. Là, il y a aussi Sanofi. Ils ont bloqué là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? La seule entreprise habilitée à fabriquer la chloroquine ici, c'est-à-dire que c'est Famar. Et Famar, c'est-à-dire que c'est ça qui est validé par l'Agence nationale pour les médicaments et machin et tout ça, qu'ils ont eux-mêmes créé, qui valident. Mais c'est Famar qui fait donc ça pour les laboratoires Sanofi. Et vous savez, Famar a été placé en redressement judiciaire. On y va. Donc, vous voyez, on retire la chloroquine. La chloroquine des pharmacies. On court pendant ce temps. L'entreprise qui devrait, parce qu'il y a les demandes partout, puisque le monde entier a compris. Parce qu'aujourd'hui, Israël livre la chloroquine aux Américains gratuitement. Donc les Américains sont fous. C'est Macron qui n'a jamais fait médecine. C'est Macron qui est devenu meilleur médecin. Il dépasse les professeurs, les gens qui ont passé toute leur vie à étudier une chose. C'est Macron qui dit maintenant, avec Édouard Philippe, le type là, le type qui est incapable de soigner sa alopécie là, il a la calvitie. Il ne sait pas que c'est une maladie, la calvitie. La calvitie s'appelle l'alopécie. C'est lui qui vient nous expliquer les choses du coronavirus. Au lieu de nous expliquer comment ces cheveux ont fait pour disparaître. C'est quel complot ça? Vous voulez tuer qui? Vous avez signé avec qui? Tout le monde savait que le coronavirus venait de la Chine et que une épidémie de cette envergure, surtout qu'il y avait le nouvel an chinois, tous les rapports montrent qu'ils ont eu des rapports. Ils devaient prendre des mesures. Ils n'ont pas fermé les frontières, ils n'ont rien fait. Maman, vous vous rendez compte d'un pays comme la France? En Chine, tout le monde a les masques. Même en Russie, où il n'y a pas encore assez, les gens ont les masques. Au Japon, les gens ont les masques. Les gars viennent se placer ici, nous disent, le masque ne sert à rien. Hein? Le masque ne sert à rien. Mais quand on tourne sur la moto, on dit que le masque sert à quelque chose. On dit que le virus se balade dans l'air, on te dit non, le masque ne sert à rien. C'est quel complot que vous êtes en train de faire là? Vous voulez avoir qui comme vos mougous, comme on dit là au Cameroun, les mougous. La France a la bombe nucléaire. La France fabrique n'importe quelle sorte d'arme pour livrer au monde entier. La France n'a pas les masques. Vous entendez ça? Les masques de 100 francs CFA là. La France est incapable de fabriquer ça. Ils disent qu'il faut attendre les masques de la Chine. La France n'a pas les masques. Les pays européens n'ont pas les masques. Les pays européens, dites-nous, vous voulez nous vendre où? On a signé avec vous. Faites vos choses là-bas. Nous, on n'est pas là. Vous voulez nous vendre comment? Mais, aujourd'hui, lorsque je vois ce qui est en train de se passer, vous me dites, on va donc autoriser ceci et ça. Mais, attendez, à Nice, Christian Estrosi, qui est maire, il a atteint le coronavirus. On va calmement, on lui fait le traitement à l'hydroxychloroquine. Avec
un autre produit qui est un antibiotique qui combat les infections bactériennes de la pneumonie. Donc, c'est deux traitements jumelés qui font que, au bout de 5 à 6 jours, et d'ailleurs, le 18 mars, au journal de France 2, le collaborateur du professeur Raoul est venu dire que, au bout de 5 jours, tu as une charge virale égale à 0. Et si on meurt, c'est parce que le coronavirus est dans le sang. Or, si on enlève, si on va te tester et que la charge virale est de 0, tu ne peux pas mourir. Les gens vous le prouvent. Comment vous voulez, par exemple, que on me dit, si tu manges ça, tu as la chance d'être sauvé à 90%, voire 99%. L'autre te dit que non, je préfère que tu ne manges pas ça pour que tu aies la chance de mourir à 100%. Voilà donc la situation où on est. Et à médicaments, on dit non, non, non. Ils ont tout retiré du marché. Et ils nous imposent de rester cloîtrés là, dans les maisons, avec les enfants, avec ceci, avec cela. Dans quel pays ça? Scientifiquement parlant, il est prouvé que les enfants, moi je n'ai pas encore vu un enfant mourir de coronavirus, puisqu'on vous dit d'ailleurs que je croyais que c'était moi-même une nouvelle maladie, alors que c'est une vieille maladie. Maintenant, ils appellent ça le nouveau coronavirus. C'est pour ça que vous voyez que quand ils disent le nouveau, c'est parce qu'il y a le coronavirus qui existe depuis et qu'ils avaient testé. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une machination sans être scientifique. On se pose juste des questions. Vous ne pouvez pas dire que les enfants, vous fermez les crèches, les collèges, mais c'est pour quel objectif? Alors qu'on sait que ces enfants, que vous dites qu'ils sont des porteurs sains, ne sont capables de transmettre cela qu'à 18 ans. Mais comment donc vous fermez les crèches? C'est quelle logique? Et après on va prolonger. Prolonger encore. Les états d'urgence. Les ceci et cela. Face à ça, on ne peut pas se taire. On ne peut pas voir la mort venir. On ne peut pas voir comment est-ce que des complots prémédités, bien organisés, sont mis en place. Je parlais déjà des épidémies ici. Je parlais déjà ici de la grippe espagnole. Comment est-ce que cette grippe espagnole a subitement eu à apparaître dans des camps militaires en pleine guerre mondiale? Et que cette épidémie nous a créé, a perdu, a fait disparaître à l'humanité entre 50 et 100 millions de personnes. Personne de toutes ces puissances, toutes les souches, les archives ont été détruites. Si la grippe espagnole n'avait pas été créée par une main ou par des mains complices, mais on nous aurait déjà dit. On aurait déjà trouvé les résultats. Ça venait d'où? Cette souche H1N1. Aujourd'hui, quand on se retrouve là, l'humanité est exposée. Et nous devons nous taire comme des prisonniers parce qu'on nous a mis en prison. On ne doit pas se retrouver. On ne doit pas réfléchir. Chacun chez soi. On dit, vous ne devez même pas aller chez votre ami. Hein. Ayez peur de lui. Vous avez votre enfant là. Non, 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 restez, vous êtes contaminé. Vous voulez aller... Non, 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 restez. Il n'y a plus rien. Oh là là. Dieu. Et le pire, et c'est ça qui est très dangereux, c'est quoi? C'est ce qui va se passer dans les pays pauvres, particulièrement l'Afrique. J'avais bien évoqué ce cas. Lorsque la grippe espagnole est arrivée en Afrique, elle l'a tué en paix, sans que les gens ne le sachent. Jusque-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de mort. Mais là, l'Afrique
l'Afrique enregistre. En très peu de temps, on dit déjà 1900 personnes contaminées, il y a 26 morts, sans pour autant oublier que les États africains ne veulent même pas comptabiliser les vrais morts. Sans oublier que les gens partent d'ici et vont se réfugier en Afrique. Sans oublier que le système de santé de l'Afrique n'est pratiquement pas le même que celui de l'Europe. Sans oublier que pendant qu'ils ont des moyens pour pouvoir faire que les familles qui sont peut-être pauvres, qui sont à court de moyens, puissent bénéficier d'un minimum, ils vous disent de faire le confinement. Comment le confinement va se passer en Afrique? Ça va se passer comment? Vous restez à la maison. Ah, je vous dis par exemple qu'au Cameroun, au Tchad, le secteur informel, tout comme en Guinée, tous ces pays-là, le secteur informel représente 80% de l'activité. C'est-à-dire que les petits vendeurs, les benskinners, les conducteurs de ceci et tout et tout et tout, s'ils vont à la maison, ils vont vendre quoi? Ils vont manger quoi? Donc la première des choses, il fallait ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement devaient être par exemple qu'on débloque des fonds. Je vois aujourd'hui la Banque Centrale Européenne ou même les États qui débloquent seulement des milliards. Quand vous entendez ça comme en France, 340 milliards. Même comme moi, je sais qu'on n'aurait même pas un centime dans ça. Parce qu'ils vous débloquent, ils vous donnent des gros prix comme ça, là, des gros montants. Et après, ils vont vous dire, apportez ceci, non, vos revenus sont déjà supérieurs à ceci. Et puis, basta. Mais en Afrique, comment ça va se passer? J'ai vu par exemple que le président sénégalais a dit pour se battre actuellement contre le coronavirus, c'est-à-dire que Macky Sall, il a injecté 1 milliard. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais l'OMS, qu'est-ce que toutes ces choses qui sont tout autour et toutes les promesses qui ont été faites seulement en train de s'ériner, oh, confiner les gens, confiner les gens, confiner les gens. Oui, le Niger a apporté 1 milliard, mais avec 1 milliard, est-ce qu'on peut soigner le nombre de malades qui va aller à une vitesse exponentielle? Est-ce qu'on peut nourrir les populations qui seront confinées? Est-ce qu'on peut refaire que les activités de ceux-là qui vont se mettre en chômage puissent reprendre? Qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on appelle, par exemple, les allègements fiscaux? Et l'État, les États africains ne sont pas encore prêts. En tout cas, ceux-là que je connais particulièrement, le Cameroun. Puisque dans de tels cas, comme par exemple ici, il y a les restaurants du cœur, qu'on donne par exemple des kilos de riz, qu'on donne par exemple de certaines nourritures à certaines familles en passant par les chefs de quartier, les maires, pour distribuer aux populations qui seront donc cloîtrées chez elles. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va devenir? On dit tout simplement aux gens, cloîtrez-vous, il faut la mise en quarantaine. Et d'autres, ils viennent me dire sur Facebook, oh là là, vraiment, c'est les gens qui viennent de l'Europe et qui vont apporter ceci et cela, qui vraiment, restez chez vous. Restez chez vous. Oui, oui. Ben, attendez, je n'ai jamais motivé quelqu'un à aller distribuer le coronavirus en Afrique. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui regrettent, puisque eux, ils sont mis en quarantaine, et si jamais ils attrapent une maladie, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ça risque d'être très dangereux. Ce n'est qu'en Afrique que j'entends les gens se vanter, comme au Cameroun. Oh là là, nous venons de soigner 2 cas. Vous connaissez combien de gens on a déjà soignés en Italie? C'est des milliers et des milliers. Mais ce n'est pas ça le plus important. On dit le nombre de morts. On ne se contente pas d'avoir soigné 2 personnes. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ce qui est en train de se passer, je vous dis, j'ai très peur. Et c'est pour ça que comme je viens toujours, j'alerte d'une situation. On n'avait pas encore le coronavirus. J'ai commencé à parler que ça va arriver en Afrique. Donc comme on dit que non, on
on est vacciné, immunisé. Oh là là, on est vraiment, nous, comme le coronavirus, ça meurt sous la chaleur et tout et tout. Oublions qu'il y a le coronavirus à Dubaï. Dubaï, là-bas, c'est 40 degrés. Il fait plus chaud qu'au Cameroun, 45 degrés. Il fait plus chaud qu'au Cameroun. Mais il y a le coronavirus là-bas. Et quand vous dites que les gens qui fuient la diaspora pour venir là-bas, mais bien au contraire, c'est vos personnalités qui ont fui d'ici pour ramener le coronavirus là-bas. Lorsque vous vous rendez quand même compte que l'office du président de la République, Franck Biya, il est parti d'ici avec sa femme et ses enfants. Il est parti de la France le 15 mars. Est-ce qu'il a fait son test? Dites-moi dans quel hôpital il est. Dites-moi là où il a été placé en quarantaine. L'office du président Paul Biya. Est-ce que vous pouvez me dire, là où se trouve Grace John Ngouté, c'est-à-dire que l'épouse du premier ministre du Cameroun, qui est parti d'ici, le 17 mars 2020, dans un vol de coronavirus, a-t-elle été placée en quarantaine? L'épouse du chef du gouvernement qui était en train de lire le discours, qui a passé les instructions au ministre de la Communication. Mais son épouse, qui salue tous les ministres, embrasse tout le monde, est partie de la France avec le coronavirus. Est-ce que vous pouvez me dire, là où se trouve le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kabaye Yege Djibril, il est parti du vol AF 900 de Air France, où ont été découverts 13 cas de coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kabaye Yege Djibril, direct, il est parti à l'Assemblée nationale pour se faire élire, encore une fois, président. Pour se faire nommer président, puisque c'est Paul Biya qui nomme. Il le nomme comme ça depuis 28 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé tous les députés, 180 députés, plus tout le monde qui était là. Les journalistes de Vision 4 l'ont embrassé et se sont filmés avec lui. Le pire, c'est qu'on m'envoie des images. Chez lui, il est fatigué, la bouche ouverte. Tu vois que voici un candidat au cercueil. Il ne tenait pas. Et je vois des gens qui sont là avec des masques devant lui. Mais d'autres, et les journalistes, Cabral Libi, qui vient d'être élu député, et qui écrit que oui, ceux qui ont attrapé le coronavirus n'ont pas embrassé, ce ne sont pas ceux qui ont embrassé le président de l'Assemblée nationale de la bouche. Donc, il est en train de nier une évidence. Donc, le président de l'Assemblée nationale, il faut seulement l'embrasser de la bouche pour attraper le coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas transmettre le coronavirus. Cabral Libi va chez lui, il est à côté de lui, il revient, il embrasse tout le monde. Dans une maison où les gens portaient les masques. Parce que le gars lui-même sait qu'il est malade. Et je mets à défi le gouvernement camerounais. Puisque j'ai obtenu des preuves que Kabaye Yege Djibril a été testé positif au coronavirus. Je vous le dis, s'ils veulent qu'ils viennent devant vous et vous montrent les résultats de Kabaye Yege Djibril, dimanche, Mahmoud Malachi, docteur Mahmoud Malachi, d'ailleurs, quel prénom? À quelle époque? Malaki.
Lisez la Bible. Hein? Le prophète de Malachie, vous saurez qui c'était. Voilà la qualité de médecin qu'on nous a offert en pleine période de coronavirus. Voilà. Eh bien, devant Ibrahim Chérif, le journaliste, on lui pose la question sur l'état de santé d'un président de l'Assemblée nationale. Puisque c'est le même ministre qui demande aux gens qui étaient dans le vol Air France 900, le vol Air France AF 900, d'aller se faire diagnostiquer et d'aller se faire mettre en quarantaine. C'est le même Malachie qui revient dire « Je ne veux pas entrer dans les intrigues ». Donc c'est les intrigues ça. Une affaire de santé publique. Tout un gouvernement qui peut être contaminé. Regardez au Congo. Le ministre des hydrocarbures est rentré le 9 mars. Directement, il a été confiné. On montrait à la télé. L'ambassadeur des États-Unis au Congo, lui-même, il a décrété la mise en quarantaine et le confinement de tout le personnel. Juste parce que quelqu'un, rentrant des États-Unis, a eu à être testé positif. Il a dit, allez, tout le monde. Mon Cameroun, Kabaye Dege Djibril est en train de distribuer le coronavirus. Grégoire Onava l'embrasser. Grégoire Onava a embrassé d'autres ministres. Tous les députés, ils vont saluer, ils s'appellent. Kabaye Dege Djibril, c'était en direct à la télé. Chez Camerounais. En direct à la télé. Un président qui sort d'une hospitalisation en France. En plein coronavirus. Il se met à embrasser tout le monde. Alors que les mesures, l'OMS avait déjà dit que tenez-vous à 1 mètre de distance. Ne vous saluez pas. Ce vieux papa-là, né en 1940, il veut partir avec tout le monde. La méchanceté des autorités camerounaises. Pouvez-vous me dire où se trouve l'épouse d'Ousmane May, qui était, elle aussi, dans l'avion du coronavirus? L'épouse du ministre de l'économie. Elle a été confinée où? Elle est mise en quarantaine où? Vous parlez des gens qui viennent de la diaspora. Voilà les gens de votre gouvernement qui viennent donc de donner le coronavirus à tout un peuple. Je vais vous rappeler que le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale à attraper le coronavirus et à avoir un cas déclaré de coronavirus. Et ce n'est pas parce que le Cameroun a voulu déclarer, c'est parce que c'était un Français, puis une Française d'origine camerounaise. Et il a fallu 14 jours, parce que le gouvernement avait refusé de déclarer. C'est l'ambassadeur de la France qui a fait pression sur le Cameroun pour déclarer. Vous cachez des choses. Quelqu'un meurt de coronavirus, vous venez dire qu'il n'y a jamais eu de mort. Mais vous êtes normaux. Donc Moukouri, il a été avec une femme qui venait de l'Europe. Les témoignages sont là. Que cette femme, après cela, la situation s'est dégradée. Moukouri meurt. Vous venez nous dire, la Kentini est la même CRTV, en connivence. Disent aux Camerounais que ce monsieur est mort d'arrêt de problèmes cardiaques. Mais Malinka Moukouri, Malinka et Somé Moukouri, sa fille écrit, poste dans les réseaux sociaux que mon père vient de mourir de suite de coronavirus. Elle dit, papa est entré à l'hôpital dans l'après-midi. Le lendemain, à 5h15, papa est décédé de coronavirus. Le même jour, il a été enterré à 19h.
Et nous n'avons pas eu des possibilités à lui rendre les derniers honneurs parce qu'on nous a dit que c'est pour des mesures sanitaires. Le gouvernement biamournais, le gouvernement de menteurs, le gouvernement qui vient avec les faux observateurs de Transparency International, de voleurs d'escrocs, vient nous dire que non, ce monsieur est mort de problèmes cardiaques. Vous connaissez ce qu'on appelle la règle d'Hippocrate? Vous voyez en France comment les gens se battent. Comme je vous ai dit, le professeur Raoul, qui dit, je me dois, selon le serment d'Hippocrate, de sauver des gens. La fille de quelqu'un vient dire que voilà ce qui s'est passé. Vous dites que c'est l'arrêt cardiaque. Quelqu'un qui meurt d'arrêt cardiaque, n'est-ce pas, on part avec lui à la morgue? N'est-ce pas, la famille organise les obsèques? C'est vous qui êtes parti l'enterrer comment le même jour? Il était musulman. Mboma et de la famille, c'était son oncle, Patrick Mboma. Il a eu tous les échos, tous les contacts et tout et tout. Et Dieu lui a dit tout simplement, naïvement, parce qu'il sait que c'est normal d'informer l'opinion que son oncle vient de mourir de coronavirus. On dit, oh, il n'aime pas le Cameroun. Mais il vous aime. Donc si la peste vient là, on ne vous dit pas. C'est ce que vous aimez. Comme quand le sida est venu là, on vous avait dit que non, ça n'existe même pas. Le coronavirus arrive là. D'autres disent, oh, ça n'existe même pas, c'est l'affaire des Blancs. C'est ce que vous aimez. Hein? Attendez, non? Puisque vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Donc voilà donc Moukouri qui est mort. Quand il est mort, je peux vous dire combien de gens étaient là. Et combien de masques il portait. Quand il est mort. Comment on l'a emballé. J'ai des photos. Et d'ailleurs, j'ai dit à la famille que si vous en avez besoin, je vous donne toutes les preuves. Pour que vous portiez plainte à cet état voyou. Vous parlez de quoi? Je peux vous dire de son admission jusqu'à sa mort, y compris des résultats, que si vous voulez, je vais... D'ailleurs, je vous ai dit, c'est parce que je ne peux pas aller contre certaines choses, sinon j'allais publier. Mais il y a ce qu'on appelle le secret médical. Et ici, le respect de l'âme disparue aussi. Tout comme quand j'ai parlé de Manu Dibango, je savais de quoi est-ce qu'il souffrait. Je peux vous dire tout. Moi, je ne suis pas journaliste au Congo, ça. Je fais ce travail depuis près de 25 ans. Et jamais je n'ai eu dans la profession un carton jaune. Jamais. Parce qu'ici, on donne même les cartons jaunes. Ou on suspend. Mais vous mentez. Vous prenez les gens de la CRTV, les mangeurs de beignets là, avec haricots. C'est vous qui écrivez, ils vont y réciter. Tout le monde dit, ne regardez plus CRTV. Je vous dis, Camerounais, désabonnez. Voilà, derrière, il y a quel abonnement là-bas? Il n'y a rien là-bas. Abandonnez ce machin-là. Ils ne vous diront jamais la vérité. Mieux vous allez à Equinox, ou même encore, je vous conseille Canal 2. Mais, c'est pas possible. Aucune enquête, aucun élément. Ils attribuent n'importe quelles informations comme ça. Donc la réalité est là. Camerounaises, Camerounais, chers Africains, et il y a péril en demeure. Et il faut aujourd'hui que les États africains s'organisent avant que le déluge n'arrive. Parce que quand ça va arriver, comme c'est en train d'augmenter là, vous savez quand c'est arrivé ici en Italie, les gens, on joue au football, hein? On allait dans les églises, hein? Ceux qui vous disent là qu'ils vont prier et marcher et tout, n'allez plus dans les églises. Ça ne sert à rien, vous irez vous contaminer là-bas. Mais regardez combien de prêtres sont morts en Italie. Là où on dit ville sainte. Vous connaissez combien? 13. Ils priaient, non? Le pape lui-même, il dit,
non, même pas que là, et tout, c'est bon. La Mecque fermée. Et vous, en Afrique, vous dites que non, Dieu vous écoute plus. Mais Dieu lui m'a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous êtes là avec des soi-disant faux prophètes et tout. J'ai vu la vidéo d'une fille qui m'a fait rigoler là, où elle disait que mais, les prophètes là, les Tsalé-Somba, voici alors l'heure. Faites donc les miracles. Parce qu'on fait seulement, je t'écrase. Un Satan, je t'écrase. Depuis que vous écrasez Satan là, mince, il devrait déjà devenir la poudre, non? Vous l'écrasez, il revenait toujours. Mais le truc là est debout toujours. Mais il y a un problème. Vous les prophètes là, vous écrasez Satan, il est toujours debout. Voilà donc Satan au coronavirus qui est là. Écrasez dedans. Pas toujours que donnez-moi les aumônes, donnez-moi ceci et cela. N'allez pas là-bas, priez chez vous. Je suis un fervent chrétien. S'il y a ce confinement aujourd'hui qu'on nous impose, même si je ne le supporte pas, parce que ce qu'on doit nous dire, même quand on dit que quelqu'un est malade, bon, attendez, dans tous les pays au monde, on ne peut pas dire que, bon, écoutez, comme il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose ici, allez, on met tout le quartier dans l'hôpital pour qu'il aille attendre ou bien contacter la tuberculose. Je n'ai jamais vu ça. On ne peut pas confiner et les enfants, les adultes, les ceci, les cela, mais ça c'est les films que je vois souvent ici à la télé, la purge. Que oui, tout le monde est dedans. Moi je croyais que c'était seulement la fiction. Voilà ce que je vis. Les remèdes sont là, eux-mêmes ils enlèvent tous les remèdes. Après ils utilisent leur support de Satan, qui sont en Afrique, qu'ils ont placés. Ils vous disent que non, le coronavirus n'existe même. Attendez, ça va arriver, et tout. Ils envoient les cavaliers et Djibril. C'est type qui a signé le pacte avec le diable, les buveurs de sang comme ça là. Ils s'en vont, ils distribuent le coronavirus. Alors que les lois du Cameroun disent que si tu transmets une maladie volontairement, tu es passible de peine de prison. Mais il écoute, l'homme qui vote les lois, il est le premier hors la loi. Et les jeunes qui devraient au moins jouer d'exemple. Pourquoi est-ce que je parle de Cabral Libi? Parce que beaucoup de jeunes, le regard ils voudraient au moins limiter. Beaucoup de gens sont devenus journalistes, animateurs au Cameroun, parce qu'ils voyaient en moi une nouvelle génération. Quand j'ai commencé à briller sur les antennes, beaucoup m'ont imité parce que je représentais un rêve. Donc quand vous représentez quelque chose, au lieu d'être un exemple, il court vite avec les vieux. Son souci c'était être député, être ceci, être avec les vieux. Alors il devrait être un exemple. Dire je ne peux pas aller faire la talakou. Il devrait dire aux gens, alors qu'il j'ai apprécié, et d'ailleurs j'ai publié sa lettre. Une lettre qui était responsable. Je l'ai publiée dans mon journal, koufran.com. Lorsqu'il a dit que le président de l'Assemblée nationale, même sans le froisser, il a dit quand même qu'il devait aller faire des tests de coronavirus. Mais vous ne pouvez pas lui demander d'aller faire des tests de coronavirus. Et après, vous allez jusque chez lui, sans masque, alors qu'il n'est pas confiné. Même s'il était confiné, vous ne devez donc pas aller chez lui. Qu'est-ce qu'on appelle confinement? Qu'est-ce qu'on appelle mise en quarantaine? Lorsque je le vois avec Grégoire, on a toujours les mêmes gens. Mais non, c'est terrible. Et comment est-ce qu'ils vont soigner ce monde? C'est ça le problème. Je vous ai parlé tout de suite de l'hydroxychloroquine qui se donne en 600 mg par jour avec des doses de 3 fois et pendant 10 jours. Mais au bout de 6 jours, le virus disparaît. La chloroquine, on la vend en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, les réserves sont petites. Et les pays africains, et
c'est ce que je disais lors de mon dernier Facebook. Que ben, vous allez donc faire comment? Puisque vous ne produisez pas les médicaments. Le Maroc, lui produit 94% de ces médicaments. Vous dépendez des médicaments de l'extérieur à 94%. Donc, il faut que la chloroquine vienne d'ici. Parce que vous n'en aurez plus. Vous n'en aurez plus. Et pourquoi? Parce que les dirigeants africains sont incompétents, sont méchants. Vous vous rendez compte? Rien que le paludisme, les Africains devaient déjà se réunir, les États, pour dire trouvons un vaccin. Ils n'ont pas réussi. En 2008, la fondation Bill Gates et Melania ont offert combien de milliards à ces dirigeants africains? Et ils ont annoncé que c'était pour le vaccin contre le paludisme. Et que ça devait sortir là. Entre-temps, il faut voir comment est-ce que le Fonds mondial pour la santé a offert à l'Afrique 4 milliards de dollars. L'OMS a offert des milliards. Rien que pour le même vaccin qui devait sortir après 3 ans. Et ils ont mangé tout l'argent. Depuis 2008, là, on n'a pas de vaccin. Pas de vaccin en Afrique contre le paludisme. Et le paludisme fait 1 million de morts dans le monde. Et sur 1 million de morts, 96% viennent de l'Afrique. Sur les 126 pays, hein. Donc, regardez, tous les autres pays ont déjà réduit leur taux de mortalité, c'est-à-dire que 2 personnes ici, 4 personnes là. Tout le reste, c'est en Afrique, c'est-à-dire qu'à peu près, vous avez 800 000 morts. En Afrique, rien que le paludisme. Tous les pays incapables de trouver un vaccin, incapables de trouver un médicament, alors que ce médicament, c'était la chloroquine ou la nivaquine, et ils ont été incapables. Et ils envoient leurs enfants dans des écoles. Ici, ils font pharmacologie, ils font virologie, ils font infection, ils font tout. Qui sont ici. Mais ils te disent, mais grand, tu veux même qu'on aille faire quoi là-bas? Il n'y a aucun appareil là-bas, il n'y a pas ceci pour le laboratoire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et je vois, elle est là. Joufflu, maflu, fessu là, elle vient s'asseoir dodu là. On dit que c'est elle qui est ministre de la Recherche hein, et de l'Innovation technologique. Madeleine Tchouendé. Oh, maman. Une villageoise. Elle vient nous expliquer. Pendant que le monde entier est en train de chercher le remède, elle prend le papier. Voilà les journalistes qui sont là. Elle est là avec des gens. Elle dit qu'elle présente les chercheurs du Cameroun. Hein. C'est la première fois qu'elle voit les chercheurs. Sur leur site, les chercheurs du Cameroun, leur site, ce qu'il y a là-bas, c'est Dialogue National. Grand Dialogue National. Qui est passé là depuis. Hein? Donc les chercheurs faisaient la cherchologie dans le Dialogue National. Voilà ce qu'ils ont cherché. Dialogue National. Madeleine Tchouendé, qu'on ne connaissait pas parce que j'ai dit que où sont les chercheurs? Elle court, elle est obèse au lieu de faire même un peu de sport. Mais c'est pas possible. Elle vient s'asseoir devant les gens, elle a un papier, elle tremble comme ça, elle dit, nous avons découvert que nous avons découvert que le coronavirus, le coronavirus a été, créé, trouvé chez la chauve-souris. J'ai dit, hein? J'écoute d'abord. Après, il dit, parce que la chauve-souris
mange la mangue. Il dit, ah, mange le fruit. Il dit, ah, un frugivore. Je dis, vas-y maman. Donc, la chauve-souris mange les mêmes fruits que l'homme. Donc, c'est là où se transmet le coronavirus. Papa. Et la bonne dame a le courage de dire aux Camerounais qu'elle a compté le nombre de chauves-souris qui sont à Yaoundé et qui transmettent le coronavirus. Et elle dit que c'est 500 000. Donc, les autres sont en train de chercher le médicament. La ministre de la Recherche du Cameroun, avec les chercheurs du Cameroun, était en train de compter les chauves-souris à Yaoundé. Elle dit que Yaoundé est la ville qui a le plus grand nombre de chauves-souris et qui sont diversifiés. Papa, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Les diplômes, là, les gens, si vous prenez même... Je dis, les diplômes du marché central, et du Nigeria, ça, c'est pas possible. Lire dépasser cette femme, dont la grande recherche, elle dit qu'elle vient de trouver. Pendant ce temps, d'autres, la scientifique disent que l'espoir viendra du Cameroun parce qu'on va trouver bientôt le vaccin. Vous avez déjà trouvé quoi? Vous avez trouvé... C'est même quoi que vous pouvez tromper un peuple comme des moutons comme ça? Parce qu'on dit qu'on nous a noyé le cerveau dans la bière. La maman, si tu n'avais pas à venir là. Mais quand j'ai montré ça à tout le monde, mais les gens ont cru que c'est Jean-Michel Cancan qui était revenu sur Terre. Tu viens raconter que la chauve-souris a mangé les fruits. L'homme a aussi parti manger les mêmes fruits. Ils étaient à table où? Ils étaient à table où? La mère. Et tu dis que il faut surveiller la faune. Donc on laisse les hommes mourir à Yaoundé. Vous partez maintenant combattre les choses. Les gens combattent le coronavirus. Et au Cameroun, le nouveau programme de John Gouté, Premier ministre, de sa ministre de la Recherche, et de Paul Biya, le seul président au monde qui, lui, il avait au moins prévu la mise en quarantaine, depuis qu'il a été chassé de l'hôtel intercontinental à Genève. Lui, il est au moins mis en quarantaine. C'est le seul Camerounais que moi, je le soupçonne. Non, je le soupçonne. Brenda Biya est rentrée. Elle est rentrée en avion, elle n'a pas été mise en quarantaine. Dès qu'elle est arrivée, elle a embrassé sa maman. Sa maman a embrassé Paul Biya. Oh là là! Non, même Paul Biya est en danger. Paul Biya est en danger. Paul Biya a fait le test. Allez lui dire. Puis c'est que dès qu'il finit de faire mon direct, là, vous débriefez toujours non. Allez dire à Paul Biya. Mais comment? Franck Biya est rentré quand il y avait le coronavirus. C'est vrai que lui, on ne l'accepte pas beaucoup. Il n'est pas trop fort là au palais. Mais Brenda, le président est en danger. Le président est en danger. Vous savez, moi, je le combats politiquement. Hein. Je ne veux pas qu'il meure. Hein. Puisque je veux que lui-même il reste là et voit le changement du Cameroun. Lui, le gros paresseux là, qui voit comment un autre président va travailler à sa place. Pour qu'on se moque de lui en faisant... Moi, je veux qu'il vive longtemps. Paul Biya, tu vivras jusqu'à 125 ans. Tu vas voir comment les autres travaillent pour que tu aies l'humiliation. Mais pour l'instant, là, je veux qu'on te sauve du coronavirus. Donnez-lui la chloroquine. Je vous ai bien donné les prescriptions puisque vous ne connaissez rien. Vous, les médecins de machin et tout là. Vous dites qu'on a soigné 2 cas. Et vous vous vantez? Vous vous vantez de 2 cas? Donc voilà. Comme je te le disais que les recherches, au lieu de faire des choses qui avancent, ils vous racontent qu'ils sont en train de faire des recherches et tout. Mais non, vous êtes en danger. Tout comme c'est lui, le mort-vivant qui est au Gabon, là, la statuette là, allez bongo.
Ali Bongo, toute ta famille est rentrée, hein, tes demi et petits frères. Non, heureusement, toi, tu as la chance. Tu les as expulsés puisque tu vas bientôt mettre ton frère, ton fils. Mais je voulais juste te dire que ils sont rentrés là. Hein. Ils sont rentrés avec le coronavirus. Et ils n'ont pas été mis en quarantaine. Ces jours-ci au Gabon, ça va péter. Ta soeur et ton frère étaient là. Dans l'avion du coronavirus. Comme vous croyez faire du mal aux autres, oubliant que ça va vous rattraper. Et comme je vous disais, vous ne créez pas les hôpitaux. Vous ne faites pas la recherche. Jour viendra. Voilà le ciel qui est bloqué. La seule chose où Macron a eu à nous mettre en prison là, c'est que réellement, c'est vous qui êtes en prison. Quand les gens disent que machin, non, non. Et si au moins, nous avons cette liberté de parler comme ça. Et si on voit que ça ne va pas, je vous dis, nous allons lancer tout simplement que trop c'est trop. Vous allez voir tous les Français dehors. Ils vont même aller prendre Macron, le déshabiller. Pour dire, allez, toi le petit là, va là-bas, sataniste. Va faire tes sectes là-bas. Allez, fous le camp. Les Français ne blaguent pas. Les Européens ils ne blaguent pas. Ils observent. Puisque maintenant, dans les réseaux sociaux, ils ont déjà commencé à dire que il nous faut la chloroquine là. Hein. C'est pour ça que Macron a lâché que la chloroquine, on doit donner ça au cas grave. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Donc, vous laissez les cas qu'on peut vite soigner. On ne les soigne pas avec la chloroquine. Après, vous partez soigner les cas graves, c'est-à-dire les cas désespérés, les gens qui doivent mourir. Donc, vous voulez sauver les cadavres et non les vivants. On a compris votre plan. La chloroquine là, vous allez nous donner ça. Vaut ou pas? Macron, c'est toi-même qui vas marcher de maison en maison avec Edouard Philippe. Vous allez distribuer ça. Vous allez aussi envoyer ça en Afrique. Quand vous partez prendre le pétrole, on vous dit qu'avant d'aller prendre le pétrole, vous envoyez d'abord des camions de chloroquine. C'est comme ça. Les partis bloquaient les choses au Maroc. Comment les gens l'ont su que la chloroquine, alors que la chloroquine, mais il y a un médicament qui circule depuis 71 ans, et qui a été expérimenté par la Chine pendant 6 mois, dernièrement là, et qui a été efficace. Ça a toujours été même en vente libre. Subitement, là, le médicament, là, vous l'avez retiré. Même dans une pharmacie française, il n'y a plus de thermomètre pour prendre la température. C'est quel plan ça? Et vous, en Afrique, vous restez là, vous dansez. Je vois Douala, on m'envoie les vidéos. Comment les gens sont dans les bars. Mes frères, mes sœurs, c'est grave. Je vous dis que c'est grave. Regardez là où il y a le système de santé ici, là. Je vous dis que c'est grave. C'est nous qui sommes ici. Parce que quand vous êtes là-bas au village, on ne vous dit pas la vérité. Nous, on voit et on a le droit de parler. Je suis au Cameroun, je critique Biya. Je suis en France, je critique Macron. Moi, je ne suis pas que machin et tout. D'ailleurs, vous voyez souvent, je suis à RFI. Je suis à RFI. Est-ce que ça m'empêche de dire ce que je pense? Parce que je suis un esprit libre. Je ne suis attaché par personne. Je ne suis pas dans des sectes. Je ne suis pas dans les machines de derrière là. Je n'ai jamais bu du sang et je n'en boirai pas. J'ai signé mon CDI, contrat à durée indéterminée, avec Dieu Tout-Puissant. Et je me suis dit, j'ai prêté serment pour dire la vérité, crûment toutes portes ouvertes. Face tu es mort, pile je te tue. Donc pour moi, je vous le dis en vérité, là où nous nous trouvons actuellement, et là où vont les pays africains, demandez à vos dirigeants, vous qui êtes opposants, demandez quels sont les moyens qui sont mis en jeu. On ne peut pas vous dire, lavez les mains matin, midi, soir, et il n'y a pas de l'eau. 40 ans de gouvernance au Cameroun. Plus de 50 ans de dépendance en Afrique, 60 ans. Il manque de l'eau,
de l'eau, les dirigeants ici. Comment vous êtes méchants comme ça? Vous irez donc où quand le coronavirus va vous attraper? Vous croyez que la chloroquine va vous soigner? Ça ne peut pas vous soigner. Ça ne va pas vous soigner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous manquera les respirateurs. Vous savez, ici, il manque tellement de respirateurs dans des réanimations, des services de réanimation, de telle sorte que quand un homme de 80 ans, 75 ans, on te voit que tu es sous respirateur pendant 2, 3, 4 jours, et puis quelqu'un de 50 ans, 40 ans arrive, il lui faut l'assistance respiratoire, on te débranche. Hein? On sauve celui qui est jeune. Or, vous n'avez même pas de respirateur. Vous avez combien de respirateurs? Vous n'avez même pas prévu, vous avez là-bas les camps que vous avez créés, comme par exemple Lembe. Et d'ailleurs, je salue ma fille Ofra, qui est aux États-Unis, qui fait un très bon travail. Et qui disait que, mais attendez, vous avez des choses, Lembe, mais transformez ça en ce qu'on peut appeler les chambres de mise en quarantaine, les hôtels de mise en quarantaine. La Chine l'a fait, ou les écoles, vous les transformez pour accueillir des malades. Vous ne pouvez pas dire que c'est à l'hôpital central. Vous partez avec Kabaye Yege Djibril là-bas. Kabaye Yege, vous dites qu'il est parti faire les scanners ou les radios. Alors qu'il partait pour le test du coronavirus. Et après, Vision 4, vient s'asseoir là. On dit, oh non, il n'y a pas de coronavirus. Hein? Nous sommes allés vérifier à la souche. Quelle est leur souche? Ils disent, nous avons appelé la fille de Kabaye Yege Djibril. Mamia. Donc, vous appelez la fille de quelqu'un et elle peut vous dire que son père a le coronavirus. Donc, c'est elle qui traite son père. C'est elle qui a son carnet de santé. Ma fille peut connaître quoi de moi? Elle peut d'abord dire quoi? Même si je suis voleur, elle va dire que papa est sain. Est-ce que dans le tribunal, on peut prendre la parole de ta fille? Donc, en journalisme là, les grands journalistes là, pour enquête, cherchez, faire une expertise. Vous reprenez la personne qui est suspectée comme source. On suspecte le président de l'Assemblée nationale d'être distributeur automatique d'une maladie mortelle. Et vous vous référez à sa fille. Vous dites, nous sommes allés à la source. Moi, quand je vous ai parlé de Manu Dibango, vous croyez que je pouvais demander à sa famille puisque sa famille mentait? Vous écrivez des faux messages sur des réseaux sociaux. Je suis allé, la vraie source c'était l'hôpital. Je connaissais le nombre de personnes, de patients qui étaient là. C'est moi qui suis venu vous dire que Manu Dibango est là-bas depuis 26 jours. À mon dernier live. Et on m'a dit après 20, on m'a dit d'ailleurs que non, à cette période-là, on m'a dit non. Claire. Parce qu'on savait qui j'étais. Et c'est pour ça que je suis venu vous faire ces lives-là. Et je ne me suis pas contenté d'une seule source. Parce que je me suis dit, si je ne le coupe pas, si je ne croise pas, je n'aurai pas les vraies informations. Donc, et du coup, je savais quand il est entré, comment il est entré, et qui est souvent comme la personne habilitée à parler en son nom. Mais je suis venu, je vous ai juste dit ce qui était en train de se passer. Donc aujourd'hui, beaucoup vous disent, ils prennent tel pour source. Le problème est grave. On ne peut pas avoir des morts de coronavirus. Actuellement, le centre Jamou est saturé. On ne vous dit pas. Actuellement, je vous dis, c'est la catastrophe. Mais regardez ce que le docteur Mamadou Malachi vient vous dire. Il vous dit, bon, lundi, il y a eu 16 nouveaux cas qui se sont ajoutés. Sur les 16 nouveaux cas, 9 viennent de Douala. Puis il y a 6 qui viennent de Yaoundé. 1 de Bafoussam. Prenez seulement ces chiffres. Si 9 viennent de Douala, cela veut dire que Douala est déjà contaminé. Et c'est une mégalopole.
Si ça vient de Yaoundé, c'est-à-dire c'est une région déjà, la ville d'une région. Si un est à Bafoussam, l'ouest est déjà contaminé. Vous regardez la population tout autour. Vous prenez Yaoundé, la capitale politique, et on vous dit que encore là, et du coup, on se retrouve, ils avouent qu'il y a déjà 56 personnes. Ce matin, il ne fait pas beaucoup de bruit. Et il fait juste un tweet. Il vous dit que 10 nouveaux cas se sont ajoutés. Ce qui signifie que vous ajoutez, et on ne précise plus d'où ils sortent. Ça vous fait 66 cas. Vous êtes toujours là, vous dansez. Hein? Et vous savez que quand le régime Biya vous dit qu'il y a eu un mort, ajoutez 3 derrière, 3 0 derrière. Cela veut dire qu'il y a eu 1000. Quand le régime Biya vous dit 0 mort, comme tu disais, vous commencez donc à compter au moins 100. Donc s'ils vous disent déjà, s'ils avouent qu'il y a 86 morts, s'ils nient que quelqu'un est mort de coronavirus, et la famille confirme, et ils vous disent que quelqu'un est mort d'AVC ou bien de problème cardiaque, et il a été précipitamment enterré le même jour. Tu meurs à 5h15. On t'enterre à 19h. Ça s'est passé où? Et on chasse ta famille. Posez-vous des questions, chers Camerounais. Vous êtes en danger. Vous êtes dirigé par des gens méchants qui ne veulent pas vous protéger. La possibilité des dirigeants, le devoir des dirigeants, devais-je dire, c'est d'abord de protéger des populations, de protéger des familles, et non de détruire des familles. Et le coronavirus est venu pour détruire des familles. Parce que même en Chine, le coronavirus a laissé des familles en lambeaux. Parce que là où nous sommes là, le confinement, la mise en quarantaine, ça vous fait ne plus aller au travail, ça vous fait avoir du stress, ça vous fait douter de l'avenir, ça vous fait douter de tout. Résultat des courses, selon Global Time et Sunshine, juste après la fin de la mise en quarantaine des Chinois, au lieu de danser, vous savez ce qui s'est passé? Les taux de divorce en Chine sont en augmentation de 60%. C'est-à-dire que le mari là-bas, la femme là-bas, pour le divorce, ils sont en rang. Vous savez qu'en Chine, le mariage, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où ça prend du temps, ou bien dans les systèmes européens où pour se marier, il faut beaucoup de temps, pour divorcer, il faut beaucoup de temps. Non! Tout c'est vite fait. Vous pouvez vous marier en un jour et divorcer peut-être après 3 jours. Donc, ils sont en rang actuellement pour divorcer à cause du coronavirus et du confinement. Pour vous dire que l'épreuve que nous traversons va détruire des foyers. Parce que, comme j'ai dit, il y aura ce qu'on appelle la psychose, il y aura ce qu'on appelle la peur du lendemain, il y aura ce qu'on appelle l'angoisse sur le plan financier, il y aura ce qu'on appelle la routine, et il y aura ce qu'on appelle, bien évidemment, la promiscuité. Vivre comme des animaux dans le même enclos, 24 heures sur 24. Préparez-vous à cette épreuve, à aimer vos enfants, à aimer votre femme, à aimer votre mari, à aimer votre entourage. Comme je vous ai dit, ça détruit des foyers. Beaucoup parmi vous attendez que je vienne ici, m'étaler sur des vies privées, sur des caleçonnades. Non, parce que la vie privée se passe en privé. La vie privée n'est pas celle que les gens croient. C'est derrière des rideaux fermés. La vie privée
c'est une épreuve lourde, difficile à porter. Donc, ceux qui attendaient de moi de venir étaler cela, je vais juste vous dire une chose. Il n'y a pas, ce n'est pas une femme, un homme qui peuvent être jugés parfaits sur terre. Nul n'est parfait. Et je peux vous dire aussi, ceux qui croient que être marié, ou être divorcé, ou être célibataire, c'est une moquerie, qu'on juge des gens par rapport à leur privé, vous vous trompez. Sachez que Ségolène Royal est avec François Hollande pendant des années et des années. Elle faisait le débat pour devenir présidente de la République devant Sarkozy. Ségolène Royal, était-elle la femme la plus infidèle? Était-elle la plus idiote? Elle n'est pas mariée. Hollande est devenu président de la France. On a vu tantôt, pendant, il a laissé Ségolène Royal partir livrer des gâteaux à telle ou telle femme sur une moto. Hollande n'a-t-il pas été président de la France? On a vu Nicolas Sarkozy, lui, qui, étant maire de Neuilly, a célébré le mariage de son ami Martin. Et il a fini par prendre la femme de Martin, qui était journaliste, son meilleur ami. Il a pris Cécilia, il l'a épousée. Et quand il a voulu devenir président, il a appelé quelqu'un qui devait s'occuper de sa communication pour sa campagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était son grand ami. Son grand ami a pris Cécilia. L'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy a supplié Cécilia à genoux que madame ne part pas. Laisse que la campagne présidentielle finisse. Et comme ça, tu quitteras ton mari. Cécilia avait accepté. Et lorsque Sarkozy passe président, Cécilia a voulu partir, a dit qu'elle ne venait même pas à la prestation de serment. Sarkozy s'est mis à pleurer, à supplier. Il l'écrit dans son livre. Ses conseillers ont fini par convaincre Cécilia d'aller juste à la cérémonie. C'est pour ça qu'il est arrivé tard à la cérémonie. Mais après la cérémonie, ils ont divorcé. Sarkozy s'est remarié. N'a-t-il pas été président de la République? Ce n'est pas parce que je suis marié que je suis le meilleur homme. Ce n'est pas parce que ma femme est avec moi qu'elle est la meilleure femme. Ce n'est pas parce que les autres ont exposé leur vie privée que leur vie privée est la plus nulle, la plus imbécile. Parce que même Clinton, président des États-Unis, est passé devant le monde entier où on a vu comment il roulait au tapis couchant avec une petite employée. Est-ce qu'il n'a pas été président de la plus grande puissance du monde? Je ne juge pas les affaires de dessous de caleçon. Mais cependant, je suis toujours prêt, lorsqu'il s'agit privé, de recevoir tout le monde en privé. Parce que je suis un patriarche. Et parce que j'ai peut-être l'expérience du mariage. Même ceux qui n'en ont pas, y compris les prêtres, ce n'est pas eux qui demandent aux autres. Ce n'est pas eux qui célèbrent les mariages. Ce n'est pas eux qui conseillent les mariés. Le mariage est une chaîne qui se porte parfois à 2, mais souvent à 3. Et d'ailleurs, Saint Augustin disait, le mariage est comme une forteresse assiégée. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Ceux qui sont dehors veulent entrer. Je vous ai parlé tantôt de l'expérience de la Chine avec le coronavirus, où certains ont demandé le divorce. Et au moment où on est en train de prononcer le divorce, on est en train d'imprimer, ils sont en train de se remarier.
Donc il y a 20 couples qui sont en train de se remettre, alors qu'ils viennent de divorcer à la fin du coronavirus et ils sont en train de se remarier. Ce qui doit être notre priorité aujourd'hui, c'est ce mal qui détruit les familles, qui détruit nos emplois, qui détruit nos vies. C'est le coronavirus, notre ennemi commun. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de la solidarité. Au lieu de perdre le temps dans des futilités, au lieu de perdre du temps à jacasser, à nous tirailler, il est temps de nous aimer, de nous pardonner. Parce que cette épreuve ne peut être vaincue que dans la sérénité et non dans les divisions diaboliques. Parce que le diable aime régner par la division. Cette épreuve que nous traversons, chacun de nous aura des problèmes, que ce soit psychologique. Personne de nous ne sortira de cette épreuve sans. Sachez-le. Que ce soit moi, que ce soit vous. Parce que nous tous, nous sommes prisonniers. Parce que nous tous, nous avons l'angoisse du lendemain. Parce que nous tous, nous ne savons pas si nous allons conserver notre emploi. Parce que nous tous, nous ne savons pas si nous allons conserver nos maisons. Surtout parce que nous ne sommes même pas convaincus que nous allons préserver nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Le coronavirus est notre ennemi. Même à nos pires ennemis. Enterrons des haches de guerre. Et s'il faudrait faire des guerres, refaisons-les après avoir vaincu le coronavirus. Pour l'instant, je vous prie, au peuple camerounais, au peuple africain, de faire du bien. Ceux qui souffrent, si vous pouvez les aider, aidez-les. Si vous pouvez les secourir, secourez-les. Ne soupçonnez pas tout le monde d'être dans le coronavirus. Parce que c'est ça qui va nous diviser. Dès que tu vois quelqu'un éternuer, tu fuis. Dès que tu vois quelqu'un mourir, tu fuis, tu l'abandonnes. Tu dis, je dois sauver ma vie. Jésus-Christ est venu mourir pour nous sur la croix. Il n'a pas eu peur. Ceux qui nous ont libérés, que ce soit pour les indépendances, l'esclavage, ils ont versé le sang pour nous sauver, nous autres Africains. Autrement dit, on serait toujours enchaînés. Sachons faire des sacrifices. Sachons nous aimer. Sachons nous pardonner. Sachons surtout tisser les liens de solidarité en cette période de difficulté. Et non de vouloir créer du mal. Faisons du bien. Soyons bien. Et comme ça, nous aurons un cœur pur. Un esprit pur. Et un corps lui-même pur. Le bien est bien. Le mal n'a jamais produit que des fruits maudits. Comme le dit d'ailleurs la Sainte Bible. Romains, lisez. Ne rendez pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. Merci.